La France a encore un poids, ou bien est-ce que c'est un allié de pacotille aujourd'hui pour les États-Unis? Ben, je dirais que pour les États-Unis, il n'y a pas d'alliés. Il n'y a que des gens soumis ou des gens qu'on rejette d'un revers de la main. La France fait partie desquels? La France, tout simplement, la France a cru naïvement qu'elle était l'allié privilégié, comme on avait, vous savez, on a la dernière armée qui fonctionne à peu près en Europe, donc on fait des interventions au Mali, avec d'ailleurs l'aide des Américains, et donc on pensait qu'on était le bon soldat, le bon numéro 2, et toute cette naïveté et de nos politiques et de nos militaires s'est évaporée dans cette affaire australienne. Et donc le courroux français, le rappel des ambassadeurs, c'est quoi? C'est de la gesticulation? Il est surjoué. D'après ce qu'on me dit, en fait, Emmanuel Macron le savait depuis juin. Vous savez, un secret à trois, on le sait dans la vie. C'est pas un secret. Voilà, les Anglais, les Australiens, les Américains, ça fait beaucoup. Donc en plus, les Australiens maintenant lancent des contre-feux, disent que les Français n'ont pas été capables de faire passer le sous-marin au diesel, au sous-marin au nucléaire. Enfin, vous voyez, ça devient... Enfin, Emmanuel Macron a fait preuve de naïveté et là, il fait preuve d'une certaine comportement enfantin. Ah, il n'est pas content, il casse son jouet. La question, la vraie question, elle est double. La première question, c'est pourquoi sommes-nous encore dans l'OTAN et en particulier dans le commandement militaire intégré? Il faut le quitter? Moi, je pense qu'il faut quitter le commandement militaire intégré. Quel commandement intégré? Comme avait fait le général de Gaulle en 1966. Comme ça, on retrouve notre indépendance. Je pense que Nicolas Sarkozy avait eu tort de revenir. Et même l'OTAN, vous savez, depuis 1989, la chute du mur de Berlin, la disparition de l'Union soviétique, ça ne rime plus à rien en vérité. Bon. Et maintenant, la deuxième question, c'est qu'on a une importance géostratégique, si vous voulez. On a la Nouvelle-Calédonie, on a la Polynésie dans cette zone d'Asie-Pacifique qui est le vrai centre de l'économie monde, comme disait le grand Fernand Braudel. Et donc, je pense que c'est aussi une attaque contre nos possessions. Et quand on voit la légèreté d'Emmanuel Macron face à ce référendum, le 3e référendum, comme si on voulait absolument le perdre en Nouvelle-Calédonie, comme si on voulait absolument le perdre. En plus, on bloque les inscriptions électorales des Français par rapport aux Kanaks, etc. Enfin, vraiment, on fait n'importe quoi, on risque de le perdre, et là, ça deviendra un jouet entre les mains des Chinois. C'est-à-dire que si la Nouvelle-Calédonie devient indépendante, elle basculera dans le camp de nos adversaires. Bien sûr. Pourtant, Emmanuel Macron avait déjà fait le constat de l'OTAN en état de mort cérébrale. Est-ce qu'il doit avoir le courage d'aller jusqu'au bout et donc de dire je quitte le commandement intégré? Là, vous touchez du doigt, d'après moi, tout le problème d'Emmanuel Macron. Souvent, Emmanuel Macron fait des très bons diagnostics. Il a des très bonnes formules quand il avait dit effectivement la mort cérébrale, quand il avait dit avec ironie la Chine, c'est pas dans l'Atlantique Nord, nous on est le traité de l'Atlantique Nord, ou alors ma carte est fausse. Tout ça est très juste et très drôle et très pertinent. Sauf qu'il n'en tire rien. C'est un problème quand même. Il n'en fait rien. Donc il fait des bons diagnostics, mais il n'y a rien derrière. Joe Biden veut lui parler, veut le rassurer. Câlinothérapie pour tout cela? Non, vous savez, ça m'amuse beaucoup et c'est une leçon d'ailleurs même pour les médias français. Tout le monde a tant voulu Joe Biden, le démocrate, contre le méchant Trump. Tout le monde a voulu croire en France que c'était Trump qui posait problème et qu'après on allait redevenir les meilleurs amis du monde. On n'a jamais été les meilleurs amis des États-Unis. Jamais. On pourrait refaire toute l'histoire depuis la guerre 14 jusqu'à aujourd'hui. Ils nous ont sauvé la mise à quelques reprises. Non, ils nous ont jamais sauvé la mise. Vous savez. Les deux guerres. En 17, c'est l'armée française qui a battu les Allemands. Les Américains ne nous ont pas sauvé la mise, ils sont très peu battus. Et en 44, là, vous avez tout à fait raison, mais c'est la Russie, c'est l'URSS qui a brisé l'armée allemande. Les États-Unis sont les troupes américaines après. Qui ont débarqué sur les côtes oui, normandes, évidemment. Il faut changer d'alliance, du coup. Est-ce qu'il faut se tourner vers un autre grand partenaire, la Russie? Mais non, alors, il ne faut pas changer d'alliance. Il faut être indépendant, le grand mot du général de Gaulle. On peut rester dans l'OTAN, en sortant du commandement militaire intégré, exactement ce qu'avait fait le général. Et on peut effectivement se rapprocher de la Russie. Il faut arrêter de considérer... La Russie n'est plus communiste depuis 30 ans, et on continue, sous pression des Américains, de le considérer comme un adversaire. C'est une erreur. Là aussi, vous voyez, Emmanuel Macron avait une bonne intuition. Il a reçu Poutine, etc. Et finalement, il n'en a rien fait. Maintenant, Poutine n'a plus confiance en lui. Une chose pour l'Europe. Est-ce que vous souhaitez que la France reste au sein de l'Union européenne? Dans quel cadre? Comment réformer l'Union européenne qui a été totalement absente du débat là, sur l'Australie? Madame von der Leyen s'est réveillée hier après 5 jours. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est une des grandes leçons de cette histoire australienne. À quoi nous sert l'Europe? À rien. Voilà, à rien. Est-ce que les Allemands nous ont soutenus? Non. On a fait une Europe avec des Allemands qui sont en vérité soumis aux Américains et qui choisissent toujours les Américains contre nous. Le général de Gaulle, d'ailleurs, l'avait subi de la même façon. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, est-ce que le fait de ne pas être en Europe a affaibli les Anglais? Point du tout.
Ils sont de nouveau les alliés privilégiés avec les Australiens au nom de la solidarité anglo-saxonne. Et troisièmement, l'Europe, en fait, c'est simple, il faut rester dans le marché commun pour en profiter, tant qu'on en profite, ne plus vouloir être le bon élève de l'Europe, du fédéralisme européen. La rigueur budgétaire. Il faut défendre nos intérêts. Voilà, il faut défendre nos intérêts et faire comme Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de son fameux discours de l'entre-deux tours de 2012, il avait posé comme ça quelques jalons. Il avait dit je demande à la Commission européenne de réformer Schengen, je demande de réformer le droit de la concurrence pour que nos entreprises puissent se défendre. Si jamais vous ne le faites pas, eh ben, on prendra des mesures souveraines et autonomes. Moi, je crois qu'il faut faire exactement comme il l'avait dit dans ce discours. Alors, on reste dans l'Union européenne, on reste dans l'euro, on reste dans l'euro, évidemment. On reste dans l'euro. Okay. Vous savez, l'euro... Et comment on se libère des contraintes, alors? L'euro, d'après moi, ça a été une erreur d'y rentrer. Ça nous a coûté très cher. Ce serait une erreur d'en sortir. Et voilà, je pense que ça serait une catastrophe d'en sortir parce que on est tellement imbriqués maintenant. C'est le problème de l'Europe, c'est que c'est des fils invisibles et ça nous coûterait encore plus cher. Donc je pense qu'il faut effectivement défendre ses intérêts, dire à la Commission de Bruxelles, nous, on n'en fait qu'à notre guise et on vous demande de réformer ceci, cela, en gros, immigration, industrie. Vous voyez les deux grands thèmes qui posent problème. L'un de vos dadas, c'est de nous libérer des contraintes supranationales, c'est-à-dire que tout ce qui pèse sur la France, et en même temps ce qui fait partie du filet de sécurité, l'état de droit, ce que l'on appelle. Comment est-ce que vous faites? Alors, c'est pas un dada. C'est très présent dans votre livre et dans les livres précédents et dans vos discours. Je vous taquine. Mais la souveraineté, ce n'est pas un dada. C'est essentiel, sinon ça ne sert à rien d'être un pays et d'avoir un État s'il n'est pas souverain. L'état de droit, c'est essentiel aussi. Tout à fait, vous avez raison. Mais vous avez tout à fait raison, je suis d'accord avec vous. L'état de droit, c'est essentiel. Mais qu'est-ce que c'est que l'état de droit? C'est la possibilité et la capacité de toute règle administrative, législative, est soumise au contrôle du juge. Ça me paraît très sain. Mais, il y a deux mais. Pour éviter les dérives populistes, autoritaires qu'on a vues dans l'histoire. Les dérives autoritaires, là. Qui sont toutes nées de la démocratie. Les vieux textes de Montesquieu, les vieux textes de Tocqueville, tout ça, on connaît ça par cœur. Et c'est très bien. Sauf qu'il y a un double problème. Le premier, dans la tradition française, vous savez, sous la Troisième République, vous ne pouvez pas dire que la Troisième République n'était pas démocratique, il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité. C'est-à-dire que la loi est la règle suprême, parce que c'est la volonté générale, l'expression de la volonté générale, Rousseau, l'expression de la volonté du peuple. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, et c'est beaucoup plus grave, le contrôle du juge, qu'il soit Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Cour européenne des droits de l'homme, Cour de justice des communautés européennes, est devenu le moyen qu'ont les juges d'imposer une idéologie à des peuples et à des gouvernements. C'est-à-dire, je vous donne la dictature des minorités, c'est ça. Alors, vous allez trop vite. C'est-à-dire, vous m'avez bien lu, merci. C'est-à-dire que le juge est actionné par des minorités qui se servent de l'autorité du juge pour imposer leur calendrier. Je vous donne deux exemples. Un, quand le Conseil constitutionnel estime qu'au nom du principe de fraternité, dans la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, on ne doit pas sanctionner quelqu'un qui permet l'immigration clandestine, moi je dis que c'est un scandale. Quand, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme nous interdit d'expulser un terroriste algérien sous prétexte qu'il va être persécuté et il va être martyrisé dans son pays d'origine, l'Algérie, je trouve que c'est un scandale. Vous voyez, en fait, les juges se servent de la règle de l'état de droit, vous avez tout à fait raison, qui est saine, pour nous imposer leur idéologie. C'est ça qu'il faut changer. Ça, ce sont deux exemples très précis. Mais dans l'immense majorité des cas, ces institutions défendent les droits fondamentaux de l'homme. Vous avez remarqué... Ils garantissent nos libertés. Vous avez remarqué que quand il y a eu le Covid, quand il y a eu le confinement, quand il y a eu le pass sanitaire, etc., là, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État n'ont pas moufté. En fait, ils réagissent, ils défendent les libertés quand ça correspond à leur idéologie. Par exemple, sur l'immigration. Alors là, quand le gouvernement a voulu arrêter le regroupement familial pendant l'épidémie, alors là, le Conseil d'État a hurlé en disant non, non, c'est scandaleux. Moi, je trouve qu'en fait, les juges sont devenus une machine de guerre idéologique. C'est le gouvernement des juges. Contre quoi c'est toujours élevé la tradition républicaine française. Comment s'y soustraire concrètement? C'est bien concrètement ce que vous dites. Comment on fait pour sortir de cela sans risquer, encore une fois, de mettre à mal notre système? Vous savez, on a vécu... Est-ce que vous considérez que sous le général de Gaulle, on était une horrible dictature? Non. Et pourtant, le Conseil constitutionnel ne jugeait pas les lois en fonction du préambule de la Déclaration des droits de l'homme. Et deux, la France n'avait pas ratifié la Cour européenne des droits de l'homme. Tout le monde l'a oublié aujourd'hui. Et vous voyez, ce n'était pas la dictature affreuse. Bon. Donc je pense qu'il faut deux choses. Un, pour le Conseil constitutionnel,
il faut faire une réforme de la Constitution qui permette à ce que les lois postérieures, que le juge n'ait plus à considérer les traités pour juger les lois. C'est-à-dire qu'il faut que le Parlement redevienne l'instance suprême et que les lois postérieures à un traité ne soient pas annulées par le juge si elles le contredisent. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pour la Cour européenne des droits de l'homme, il y a des conventions qui nous embrigadent. Je vous donne un exemple. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit, ce qui est bien normal, la vie à une vie familiale normale. Mais en fonction de cet article, les juges nous interdisent de bloquer le regroupement familial. Moi, je considère qu'il faut arrêter le regroupement familial. Donc, soit on sort de cet article 8, on le peut, vous savez, on peut sortir d'un seul article, et si les juges européens continuent à nous sanctionner et à nous condamner, on sort de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la France qui a inventé les droits de l'homme, c'est pas la Cour européenne des droits de l'homme. On peut très bien vivre sans eux. Vous avez des modèles en Europe, la Pologne, la Hongrie, la Pologne, la Cour européenne de justice demande des sanctions à la Pologne parce que voilà, on bride l'indépendance des juges polonais. Alors vous savez, c'est typique de ce que je viens de vous dire, ça. C'est l'histoire polonaise et l'histoire hongroise. C'est-à-dire que, au nom de l'état de droit, on veut imposer un ordre idéologique. Vous avez vu l'exemple sur les mesures LGBT en Hongrie. Au nom de quoi on se mêle de ce que veut le gouvernement hongrois? Au nom de quoi on se mêle de ce que veut le gouvernement polonais? C'est leur démocratie, c'est le peuple qui tranche, c'est le peuple qui vote. Et simplement, les juges et la Commission de Bruxelles et le gouvernement Macron, qui est derrière et qui est là à pousser au crime, veulent imposer leur agenda idéologique à des peuples qui n'en veulent pas. Je trouve ça absolument scandaleux et profondément antidémocratique. Ce sont vos modèles, la Hongrie et la Pologne? Je n'ai pas de modèle, moi, à la limite, je n'ai pas spécialement de modèle. Je trouve qu'Orban a compris l'évolution du monde. Il a compris qu'aujourd'hui, le totalitarisme n'était plus communiste, mais qu'il était mondialisé, qu'il était islamique. C'était ça les totalitarismes menaçants. Et il défend l'identité de son pays. Et pour ça, on peut lui en faire vraiment, on peut lui en être reconnaissant, car en faisant cela, il défend l'identité de l'Europe.